Le G3 Bourse, donc, avec une petite recomposition du G3 Bourse. Alors, je vais vous dire tout ça en détail. G3 Bourse, avec aujourd'hui, pour Ophi Asset Management, changement d'interlocuteur, mais ce n'est pas une surprise, puisque Jean-Marie Mercadal nous avait annoncé sa nomination en Asie lors de la dernière émission. Donc, Jean-Marie Mercadal a enfin profité de la réouverture des frontières et de la possibilité de circuler. Donc, il est actuellement à Hong Kong. Et donc, pour Ophi AM, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Turgeman, le directeur des gestions actions et convertibles. Bonjour. Il n'est pas tout à fait à Hong Kong, il part là dans les jours qui viennent. Ok, parfait. Avec nous également, fidèle au poste, je le disais tout à l'heure, Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac Gestion. Bonjour. Bonjour Didier. Et avec nous, un petit nouveau, pas petit nouveau dans la gestion, mais petit nouveau sur ce plateau, Jean-Louis Delay, le directeur des gestions diversifiées, épargne salariale et opportunités chez Crédit Mutuel Asset Management. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans votre émission. Eh bien, merci de vous accueillir dans ce cénacle où nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour essayer de réfléchir avec l'objectif, naturellement, c'est de répondre à vos questions et puis de répondre au titre de cette émission, Action, Stop ou encore. Alors, si vous le voulez bien, avant d'arriver à cet élément qui sera un peu la conclusion de nos échanges, en faisant un peu l'ordre du jour de notre réunion, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de parler d'un certain nombre de sujets qui ont un peu marqué l'actualité cet été. Je pense à la Chine, je pense aux révisions des politiques monétaires, notamment la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Je pense à tous les débats qu'on a eus autour de l'inflation. Je pense à tous les débats qu'on a eus autour du tapering, c'est-à-dire la réduction des achats qui est faite par la Banque Centrale Américaine, de voir si la Banque Centrale Européenne va suivre. Donc voilà, on a déjà pas mal de sujets. Allez, on commence, si vous le voulez bien, par le premier sujet. On en a parlé tout à l'heure parce que ça a été un des faits marquants de l'été en termes de performance boursière. On en a parlé dans le point marché avec Nadine Trémolière. Ça a été la Chine. Jean-Louis Delay, qu'est-ce qui s'est passé en Chine et pourquoi la Chine a été, au mois de juillet, totalement à contre-courant de ce qui se passait sur les autres marchés mondiaux? Alors, c'est vrai que le marché chinois a baissé de pratiquement 12% cet été, à contre-courant des autres marchés actions qui ont plutôt progressé de 2 à 3%, ce qui est pas mal compte tenu de la saisonnalité de l'été. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu surtout d'abord des affaiblissements des PMI, des indicateurs avancés chinois qui montrent quand même que cette locomotive, la Chine a été la locomotive de la croissance mondiale sur la deuxième partie de 2020. Là, on sent que la croissance est en train d'un peu se normaliser en Chine après cette formidable croissance qu'ils ont délivrée puisqu'ils étaient sortis de la crise sanitaire avant nous. Et puis, il y a eu bien sûr ces éléments de rupture de gouvernance avec un certain nombre de secteurs qui ont été ciblés par le gouvernement chinois, entre autres la tech, l'e-commerce, etc., qui ont provoqué une forte baisse des techs chinoises. On parle de moins 24% year-to-date pour le Nasdaq chinois, alors que le Nasdaq américain caracole encore. Alors, la tech qui a été touchée, on a vu également des mesures, quelque part, pour essayer de résoudre les inégalités dont a beaucoup souffert le secteur du luxe. Didier Saint-Georges, ça m'amène à une question. Est-ce que quand on est investisseur, quand on gère l'argent des épargnants, on se dit encore que la Chine est un pays investissable parce que, franchement, les décisions du gouvernement chinois cet été, on n'est pas franchement habitué. Oui, alors, je pense qu'il y a deux façons de répondre à cela. La première, c'est que les décisions en soi ne sont pas complètement irrationnelles. On n'est pas dans le cas du Brésil où le président décide du prix de l'essence à la pompe un beau matin et tant pis pour les actionnaires de Petrobras. Là, on est dans quelque chose qui correspond à une idéologie. Ça a sa propre rationalité. Ce qui fait que la question, c'est de savoir si l'idéologie en question pose un problème à long terme pour les investisseurs qui veulent s'exposer à la croissance chinoise. Et je pense que là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que, je crois que vous disiez tout à l'heure que finalement, peut-être, on a les mêmes problèmes dans le monde développé et en Chine. Je pense qu'on est peut-être, en fait, dans une espèce d'évolution de cette espèce de lutte idéologique entre, on va dire, les États-Unis et la Chine. Ça va peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire que, et je ne veux pas faire un oiseau de mauvais augure, là, mais il faut quand même avoir conscience quand même que depuis 10 ans, et même davantage, on est dans une bulle financière. C'est-à-dire qu'on a des banques centrales qui sont allées bien au-delà de l'orthodoxie de base, et depuis la crise de Covid, c'est encore bien pire. Et la Chine, de toute évidence, se dit
c'est peut-être là, sur ce critère de stabilité financière, de risque financier, que peut se jouer, et pas seulement via les canons, via Taïwan, etc., que peut se jouer la rivalité à long terme entre le monde occidental et la Chine. Ce qui fait que la Chine a décidé délibérément de réduire son risque d'instabilité financière. Ils réduisent la croissance du crédit, effectivement, ça fait ralentir l'économie. Ils réduisent le problème des positions dominantes dans certains secteurs, ce qui est très douloureux à très court terme, mais qui a pour objectif vraiment stratégique, littéralement idéologique, de démontrer que le modèle chinois sera plus stable que le modèle américain. Et ça, c'est un vrai sujet. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils font du développement durable ? Ils serrent la vis à court terme pour pouvoir ne pas exploser à long terme ? Oui, absolument. C'est la réalisation, hein, et je crois qu'il faut le voir, nous, sous l'angle occidental, que les gouvernements, les banques centrales sont dans une fuite en avant permanente, grosso modo, depuis 2009, et en réalité, ça a commencé avec l'éclatement de la bulle Internet, donc une fuite en avant de création monétaire permanente, d'endettement permanent, pour essayer d'éviter la prochaine récession. Et la Chine se dit, alors à tort ou à raison, hein, que sur ce critère-là, l'Occident prend un risque de stabilité financière considérable. Ils ont leurs propres problèmes, eux, hein, de crédit qui a trop gonflé. Donc ils réduisent le crédit aujourd'hui, ils augmentent la dureté de la réglementation. C'est très douloureux à court terme, mais leur objectif, c'est d'être plus stable à long terme. C'est quelque chose, à mon avis, qui a un certain sens. Alors, ça a un certain sens. Je voudrais qu'on ouvre le débat parce que vous utilisez le terme idéologie. Je ne sais pas si éventuellement, enfin c'est le vote donc je ne conteste pas. Est-ce que c'est qu'un problème idéologique ? Est-ce que les problèmes qui sont soulevés par la Chine, la surpuissance des valeurs tech, les déséquilibres au sein de la population avec des richesses qui sont principalement accaparées par une petite partie de la population au détriment d'autres, est-ce que ce n'est pas des problèmes que nous ne traitons pas de la même façon dans nos sociétés, mais qu'on a de la même façon ? Si on regarde le sujet des tech, Eric Turgeman, la position de la Chine, est-ce que la Chine est plutôt en avance par rapport aux Américains ? Comment vous voyez ça, vous ? Alors, déjà pour rebondir, moi je dirais que les Chinois se comportent comme les Occidentaux se comportaient il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des mesures assez rationnelles avec une surchauffe. C'est ce qu'on aurait fait il y a 20 ans. Effectivement, là on est dans une fuite en avant et les banques centrales ont ouvert les vannes parce qu'elles ont trop peur de ce qui s'est passé depuis maintenant 14 ans. Hein, parce que bon, il y a la crise du Covid, mais l'explosion un peu avait commencé en 2007. Et alors après, on peut discuter des politiques monétaires, mais toujours est-il que s'il y a 20 ans, les Chinois avaient fait ce que font la Fed et la BCE, on les aurait traités de charlots à l'époque. Hein. Donc en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils se comportent comme les Occidentaux le faisaient il y a 20 ans. Et sur les techs, le problème des techs, c'est le problème des surpuissants. Mais ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Quand on est trop puissant, et qu'on a des États qui sont pauvres, on va dire, on va taper sur ceux qui sont puissants, qui ont l'argent, et ils sont trop tous, les techs. Ils sont trop riches, ils sont trop puissants, ils font peur. Donc moi je pense qu'effectivement les Chinois sont peut-être en avance. Après ils le font à leur manière. Hein. Voilà, un matin on se lève avec un PDG... qui a disparu. Donc vous n'utilisez pas le mot idéologie, vous utilisez le mot manière. Ouais, donc ce n'est pas une idéologie différente, c'est une manière différente. Ouais. Jean-Louis Delay, votre sentiment, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a le souvenir d'un été où le mois d'août avait été meurtrier, justement à cause de la Chine, où ça s'était contaminé partout. Pourquoi cette fois-ci, la tech chinoise n'a pas emporté, qui a fortement baissé, n'a pas emporté la tech américaine, qui elle vole de record en record ? D'abord, il faut dire que les résultats publiés par les entreprises cet été ont été de très bonne facture. Hein. Il faut voir les croissances qui ont été générées par ces grands groupes. Et puis, d'autre part, la crise sanitaire, elle a montré, elle a accéléré encore cette grande tendance du progrès de l'innovation technologique, etc. Puisqu'on a développé l'e-commerce, puisqu'on a quand même la 5G devant nous, on a l'Internet des objets connectés. Enfin, on a des tendances sociétales très intéressantes quand même pour ces grands champions. Alors qui en plus font des marges, font des croissances de chiffre d'affaires. Les grands groupes américains sont souvent sur des croissances de chiffre d'affaires de 15 à 20%, des marges opérationnelles qui sont en croissance et qui génèrent des flux de trésorerie
extraordinaires. On n'a pas forcément l'équivalent en Europe. Et donc, ils peuvent en plus faire du buyback ou payer des dividendes généreux. Donc, enfin, on comprend bien le parcours boursier de ces grands champions. Parce qu'aujourd'hui, l'opérationnel de ces grands groupes, il est quand même très solide. Et les perspectives à moyen long terme, sauf si effectivement l'État américain leur tape dessus, ça c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, vous prenez un Google, vous prenez un Microsoft, vous prenez un Apple, c'est quand même des modèles économiques formidables. Et donc, on comprend bien que le résultat a été salué en bourse. En plus, c'est des gens qui ont souvent du pricing power, mais ça, on en parlera peut-être après. Microsoft vient d'augmenter le prix de sa suite Office en le lançant, donc c'est quand même très, très intéressant. Enfin, voilà, donc les champions américains, ils sont très solides. Après, est-ce qu'effectivement, il y aura une volonté du gouvernement Biden de un petit peu de les pénaliser? Ça reste à voir. Qui joue là ça? Qui pense qu'à échéance 10 ans, il y aura de réelles tentatives de taper, je vais dire le mot démanteler pour que ce soit fort, parce que taper, on voit bien qu'il y a tout un tas de sanctions qui sont prises de manière assez régulière sur ces GAFAM. Non, juste un point, je pense que, en tout cas, le marché considère que les Américains ne prendront pas le risque d'affaiblir leur champion vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'équivalent en Chine, ils l'auraient fait. Il l'aurait fait comme c'est arrivé il y a très longtemps avec le pétrole. Le fait qu'il y ait comme ça les concurrents qui sont à portée de fusil des champions américains, en tout cas, le marché considère qu'ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied à cause de ça. Et vous voyez que l'angle de l'affrontement idéologique entre les États-Unis et la Chine, c'est exactement ça. C'est pour une raison de concurrence géostratégique, si vous préférez le mot, qu'en effet, les États-Unis, avec leur système parlementaire par lequel il faudrait une majorité qui vote un changement de loi, etc., donc ça serait effectivement beaucoup plus complexe de toute façon à réaliser, mais on voit bien que pour des raisons géostratégiques, en effet, il est possible que l'environnement réglementaire reste bien plus durablement favorable pour les GAFA en question. Alors, environnement géostratégique, je voudrais maintenant qu'on parle de stratégie, de politique stratégique de la part des banques centrales. Jean-Louis, je viens vers vous. La BCE a bougé cet été en changeant son objectif d'inflation. La Fed avait bougé auparavant. Pour vous, est-ce qu'on est... J'aurais tendance à dire, est-ce qu'on est en train définitivement de consolider le non conventionnel? Parce que le non conventionnel nous expliquait que c'était un truc de crise. Est-ce que finalement le truc de crise maintenant c'est en train de devenir la vraie vie? Alors, ce qu'on peut attendre, alors on verra bien le 22 septembre, c'est la prochaine date du comité de la Fed. Bon, ce qu'on peut quand même attendre, à un moment donné, c'est qu'il y ait quand même un resserrement monétaire qui commence à se mettre en place avec le tapering. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir la communication qui est faite par Jay Powell en amont pour éviter de choquer les marchés. C'est-à-dire que Jean-Louis, je vous entends, mais au-delà de ça, vous avez quand même la Réserve fédérale américaine qui dit « mon objectif désormais, c'est une moyenne ». Donc ça veut dire qu'on peut sortir très largement. On a la Banque centrale européenne qui nous dit notre 2%, maintenant c'est un truc symétrique. Et on a Christine Lagarde qui nous dit mais ça veut dire qu'on peut passer au-dessus, mais qu'il faut qu'on tourne un peu. Enfin, on a quand même le sentiment que la position des banquiers centraux est en train de changer considérablement avec un message derrière qui est de dire on ne va pas remonter les taux. Alors, je pense qu'on est en train de gagner un peu de temps parce que on a eu le trou d'air de 2020, enfin la crise sanitaire avec la récession qui s'est installée. Donc les consommateurs ont différé leur consommation à ce moment-là. Et aujourd'hui, en 2021, on est en train de rattraper. C'est-à-dire que on est en train de rattraper la consommation qui n'a pas eu lieu en 2020. Donc on a une année extraordinaire en termes de croissance. Bon, nous, notre scénario chez Crédit Mutuel AM, c'est qu'à un moment donné, on va normaliser cette croissance. On ne va pas continuer sur du 8% de croissance de PIB dans la zone euro. Ce n'est pas le rythme normatif qu'on a l'habitude d'avoir. Donc normaliser, ça veut dire qu'on va revenir à 5 ? Non, normaliser, c'est qu'à un moment donné, on va revenir malheureusement sur les niveaux. Alors, je ne dis pas que ça va se passer tout de suite en 2022, début 2022, mais en fin 2022, début 2023, il est normal qu'on revienne sur un niveau de croissance qu'on a connu. Pour nous, si vous voulez, il y a eu un choc terrible l'année dernière et on a connu une récession terrible. Après chaque récession, on a effectivement les gouvernements qui se sont organisés, les banques centrales, pour pallier ce problème. Et effectivement, on a une formidable année 2021. Mais par contre, pour nous, derrière, à un moment donné, on va normaliser, on va revenir sur un taux de croissance qui sera le potentiel, 2-3%. Alors, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite en 2022, ça va prendre un petit peu de temps. D'accord, mais 2-3%, vous faites partie des optimistes. Et donc, les banques centrales, elles gagnent du temps en attendant d'arriver sur ce rythme-là. Didier Saint-Georges, est-ce que sur les banques centrales, est-ce qu'elles ont
tort de ne plus trop se préoccuper de l'inflation, parce que c'est un peu le discours que ça donne, ou est-ce que vous vous attaquez sur le sujet de l'inflation ? Oui, alors, déjà, bien avoir en tête qu'il se passe quelque chose d'assez inhabituel, c'est que l'Europe, les États-Unis et surtout la Chine ne sont pas du tout au même stade du cycle économique. Mais pas du tout. Très rapidement, aux États-Unis, l'activité économique va arriver à son potentiel. C'est-à-dire que ça va devenir inflationniste relativement rapidement. En Europe, on en est encore très loin. En Europe, vous pouvez avoir beaucoup de croissance avant qu'on commence à avoir des tensions dans le système qui créent de l'inflation. Donc la situation est vraiment différente, hein. Ce qu'on va avoir aux États-Unis l'an prochain, qui ne sera pas le cas en Europe, c'est que l'économie va ralentir, parce que c'est le cycle économique, et tout le monde a ça dans ses prévisions, hein. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait une accélération de la croissance l'an prochain. On a un ralentissement aux États-Unis. Sauf que ce ralentissement, qui va être, on va dire, de 6% à 4%, grosso modo, entre 21 et 22, 4%, c'est encore bien supérieur au potentiel de croissance de long terme. Ce qui veut dire que c'est inflationniste. En Europe, ce sera beaucoup moins le cas, parce qu'on a tellement de retard, je dirais, sur le potentiel, que même avec une croissance qui ne va pas être très différente de la croissance américaine l'an prochain, en Europe, on aura 4% de croissance ou à peu près, mais ça ne va pas suffire à combler cette espèce de marge de manœuvre énorme qu'il y a dans le système de production. Donc l'inflation, comme partout, elle va monter à court terme à cause des chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Mais rapidement, elle va retomber en Europe, ce qui ne sera pas le cas aux États-Unis. Donc le discours des banques centrales va inévitablement être différent. On a un risque à moyen terme qui est beaucoup plus faible en Europe qu'aux États-Unis. Sur le thème de l'inflation, Eric, est-ce que malgré tout, il n'y a pas un certain nombre de choses qui changent ? Je pense notamment à tout ce qui est autour du développement. Est-ce que les éléments déflationnistes qu'il y avait dans nos sociétés, qui étaient majeurs, le vieillissement de la population, etc., il n'y a pas une sorte de rééquilibrage qui est en train d'apparaître ? Votre sentiment là-dessus ? Alors déjà, effectivement, comme disait Didier, on n'est pas dans le même stade. Il y a des forces déflationnistes plus grandes en Europe, ne serait-ce que pour des questions de démographie, hein, par exemple, de tout le chômage. Hein, on n'est pas au même niveau en Europe, sans même parler de la France. Donc ce n'est pas le même niveau. Après, hors inflation, je pense que le développement durable, normalement, devrait amener un peu d'inflation avec des circuits courts, avec le fait qu'en fait, la désinflation qu'on a connue depuis 30 ans était liée aussi à l'émergence de tous ces pays qui ont réussi à faire de la main-d'œuvre pas chère. Alors déjà, c'est beaucoup moins le cas en Chine, puisque c'est plus aussi bon marché qu'avant, et puis eux-mêmes, on a commencé à aller vers le Vietnam et d'autres pays. Et puis effectivement, si le développement durable effectivement se poursuit et qu'on arrête de prendre l'avion et qu'on arrête d'importer des marchandises qui polluent, etc., il y aura un petit coup inflationniste. Après, la question, c'est que de toute façon, les banques centrales... Alors, les banques centrales, pour revenir à la question de base, elles sont un peu piégées, hein, avec les stocks de dette. Donc, ce n'est pas qu'elles font fi de l'inflation, c'est qu'elles le souhaitent en réalité. Parce que l'inflation, c'est le moyen finalement de spolier les créanciers, donc un peu les riches, on va dire, et puis de permettre de rétablir un peu les déséquilibres. Donc elles le souhaitent, donc elles ne sont pas inquiètes pour l'instant, elles le souhaitent, il n'y en a pas assez. Est-ce que vous validez ce scénario que je vais qualifier de véritable répression financière ? Oui. Une véritable répression financière, c'est une inflation qui a un certain niveau, des taux qui sont à un niveau inférieur, donc un taux réel négatif qui consiste à permettre à ceux qui sont endettés de rembourser sans trop de difficultés et à ceux qui ont de l'épargne de se faire rincer sans trop que ça se voit. Jean-Luc. Il va falloir trouver une solution au stock de dette, c'est sûr, qui sont là. Donc ça peut être une solution, effectivement. Je crois que c'est plus complexe que ça, hein. Déjà sur le moment, ce qui va être compliqué pour nous, investisseurs, pour les marchés en général, c'est que l'inflation immédiate, de très court terme, elle va rebaisser rapidement. On va réussir quand même à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement, donc les livraisons vont pouvoir se faire, donc ça va retomber. Derrière, on est tous d'accord pour dire qu'il va y avoir des tensions inflationnistes plus structurelles. Effectivement, la déglobalisation va être inflationniste. Aux États-Unis, les loyers qui ont été gelés pendant toute la période Covid, les loyers vont de nouveau incrémenter la hausse de l'inflation. Le problème, c'est que personne ne sait très bien, et on ne peut pas le savoir, la jointure qu'il peut y avoir entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement une retombée de l'inflation conjoncturelle avant peut-être que 6 mois plus tard, l'inflation structurelle se voit dans les chiffres. Et ce qui fait que pour les banques centrales, il y a un moment qui consiste à dire
n'anticipons pas trop tôt l'inflation structurelle parce qu'elle ne va peut-être pas arriver tout de suite. Donc je ne suis pas certain que les banques centrales soient prêtes à laisser l'inflation parce que c'est le moyen de résoudre la dette. Et les banquiers centraux, ils ont quand même un rôle de stabilité financière. Ils ne peuvent pas se permettre de dire l'inflation, on s'en moque, c'est même une bonne chose. Simplement, ils se disent, attention, ne pas attaquer une inflation trop tôt, c'est ne pas monter les taux trop tôt, parce que l'inflation structurelle, sur laquelle on est tous d'accord, qu'elle va finir, enfin tous d'accord peut-être pas, mais beaucoup, sur le fait qu'on a une inflation structurelle qui va arriver, elle ne va pas arriver le mois prochain. Hein. Là où éventuellement, il faut peut-être qu'on moderne notre vocabulaire collectivement, c'est que quand on utilise le terme inflation, on a le souvenir des années 80, c'est-à-dire des inflations à 2 chiffres. Oui, l'inflation, ça peut être 3-4%, et ce n'est pas tout à fait la même inflation que celle qui a marqué la... Compte tenu du niveau des taux d'intérêt actuels, 4 ou 5% d'inflation, c'est un choc majeur. À 4% d'inflation, on n'a pas les taux normalement à ce niveau-là. Ok, alors ça, c'est bien parce qu'on a commencé à faire de la géostratégie avec les États-Unis et la Chine, donc on était dans le temps long. Là, on est dans le temps long. Je vous ramène 2 secondes dans le temps court. Réponse très succincte des uns et des autres à la question suivante. Est-ce que pour vous, le tapering, c'est-à-dire la réduction des achats par la Réserve fédérale américaine, va débuter avant la fin de l'année? Et globalement, comment vous trouvez que Jay Powell parle au marché? Il est bon ou il n'est pas bon? Éric? Il est plutôt bon, parce qu'en fait, il y va tout doucement. Là, on est en train de parler du moment où ils vont commencer à envisager un calendrier. Enfin, on y va tout d'ici la fin de l'année ou pas? Vos prévisions? Tout début d'année. Enfin, ok. Didier Saint-Georges? Oui, probablement qu'il commencera avant la fin de l'année. Simplement, le discours sera pour combien de temps? Sur quelle durée va avoir lieu le tapering, sachant que plus il est long, plus il sera progressif. Et d'autre part, combien de temps après la fin du tapering il commencera à monter les taux. Donc c'est beaucoup plus ça sur lequel le marché va l'écouter. Le début, si on est en décembre ou en janvier, ça ne changera pas grand-chose. Pour l'instant, il a disjoint les choses. C'est ça, il arrive à disjoindre les choses. Et c'est en sens qu'il est très bon. Jean-Louis? Non, mais tout à fait d'accord, hein, plutôt fin d'année et début d'année prochaine. Et effectivement, ce qui va être intéressant, c'est derrière, quand est-ce qu'on monte les taux vraiment, voilà. Jean-Louis, est-ce que vous avez entendu dans les dernières déclarations de Christine Lagarde une évolution de la BCE? Elle a commencé à dire, ouais, il faut faire des mesures ciblées, pas forcément globales. Est-ce que la tentative de la BCE pourrait être amenée à, elle aussi, réduire ces opérations, dans son opération sur les opérations exceptionnelles? Puis j'aurais tendance à vous dire, moi je vous ai écouté, messieurs. Vous m'avez quand même expliqué que les cycles économiques étaient très différents en Europe, aux États-Unis, etc. Comment se ferait-il que la Banque Centrale Européenne se retrouve à quasiment s'aligner sur la Réserve fédérale alors que les cycles ne sont pas les mêmes? On a eu quand même des chiffres d'inflation là dernièrement dans la zone euro qui ont accéléré, hein. Ça c'est indéniable. On a eu des chiffres d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis bien longtemps dans la zone euro. Donc effectivement, je pense que la Banque centrale les voit aussi. Et donc logiquement, elle peut commencer à essayer d'étudier le fait de réduire ses achats d'obligations. Oui, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Didier Saint-Georges. C'est un casse-tête absolu parce que les chiffres d'inflation. Vous partez à la retraite. Heureusement, je ne suis pas banquier central. Mais les banques centrales sont confrontées à 2 problèmes. Le premier, on le citait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une inflation de court terme qui ne doit même pas impacter une stratégie de moyen terme de politique monétaire. Donc il faut faire très attention. Si le pic d'inflation de court terme retombe rapidement et que l'inflation structurelle ne démarre que dans 6 mois, 1 an, il faut faire attention de ne pas faire une erreur de politique monétaire. Et la deuxième difficulté... Ne pas faire une trichette. C'est-à-dire... Oui, exactement. Et c'est arrivé dans le passé. Donc, faire bien la trichette, c'est... attention, il y a de l'inflation, il faut remonter les taux. Mais l'autre erreur de politique monétaire possible, c'est de faire ce resserrement au moment où l'économie commence à ralentir. C'est-à-dire que vous précipitez le ralentissement, si j'ose dire. Or, en Europe... les derniers chiffres qui sont sortis, effectivement, n'étaient pas très bons côté inflation, mais ils n'étaient pas très bons non plus côté croissance. Donc, pour un banquier central, et je peux vous dire qu'au sein du Conseil des gouverneurs, ça discute sec, hein, parce qu'en effet, c'est extrêmement difficile de trouver la bonne politique monétaire aujourd'hui. Éric, votre sentiment? Oui. Alors, en plus, il y a une différence entre la BCE et la Fed, c'est que la Fed, c'est les États-Unis, la BCE, c'est les États désunis. Hein. Donc, la BCE, elle doit tenir compte, effectivement, de la position allemande, qui n'est pas la même que celle que l'italienne, etc.
etc. Donc de toute manière, si c'était la Bouba, la vieille Bouba qu'on ne connaît plus, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait, le tapering. Donc Christine Lagarde, elle est un peu prise... Vous pensez même qu'ils auraient racheté les actifs? Non mais voilà, donc... et juste pour revenir sur l'inflation, normalement, c'est la spirale prix-salaire. Et pour l'instant, alors il y a des tensions aux États-Unis, il y a des fois des tensions un peu en Europe sur certains secteurs, mais il n'y a pas encore... C'est pour ça qu'on ne parle pas d'inflation, parce qu'il n'y a pas cette spirale, et le pricing power n'est pas dans les mains des salariés aujourd'hui. N'ont pas pour habitude d'anticiper beaucoup, et pour cause. Ils prennent le risque de l'anticiper, c'est pour faire marche arrière après, il y a un problème de crédibilité. Donc les banquiers centraux ont tendance à attendre de voir les chiffres pour réagir. Oui, juste un mot, surtout que depuis la crise de 29, depuis presque 100 ans, quand il y a eu des erreurs de politique monétaire, c'était parce qu'on remontait les taux trop tôt. Donc ils préféreront finalement l'inondation plutôt que l'incendie. Voilà. Et ils préféreront être un peu en retard. Parce que nous, on n'a jamais connu le contraire. En fait, 94, je me souviens, c'était à chaque fois des mauvais choix. Et puis les taux se tendaient. 87 aussi. Et le marché d'actions s'écroulait. Ils ne prendront pas ce risque. Est-ce que c'est lié au fait que finalement, ils regardent beaucoup les marchés actions ? C'est-à-dire que la valorisation des marchés actions, on a le souvenir 87, on a le souvenir 94, février 94, Greenspan qui remonte les taux, tout part à la cave, et on se dit on aurait peut-être dû faire autrement. Est-ce que l'autre jour je voyais sur concurrent Patrick Artus qui disait les banquiers centraux trop ne regardent pas la valorisation des marchés. On en est si sûr que ça, Jean-Louis Dehaye, votre sentiment ? Moi, je crois qu'ils regardent un peu quand même. Je crois qu'ils regardent un peu. Très honnêtement. Non, je crois qu'ils y sont sensibles. Bon, l'ancien président américain, il était très sensible, Trump, ça c'est clair. Mais les banquiers, non, je pense qu'ils regardent quand même un petit peu. Xi Jinping vous dirait que ce sont les marchés qui gouvernent les gouvernements. Ok, alors question très rapide, en quelques mots chacun. Votre scénario central, d'un point de vue macroéconomique, en termes de croissance, en termes d'évolution des taux et en termes d'inflation. Éric, je commence par vous, et après on répondra à la question à laquelle on devait répondre, c'est-à-dire action stop ou encore. Donc des taux qui vont remonter gentiment, c'est-à-dire qu'on voit effectivement le Bund repasser, aller vers la neutralité. De toute façon, ça va très vite. Ça veut dire gagner 40 centimes environ. Oui, c'est pas beaucoup. Et puis le 10 ans américain retourné vers 1,75, c'était son niveau d'il y a 3 ans. On n'est pas très originaux en disant ça. Donc quand même une croissance toujours plutôt assez forte, mais qui ralentit. Là, on vient de faire un rebond énorme. Donc voilà, croissance modeste et taux qui normalement remontent un peu. Parce que si les taux devaient retomber, redescendre, c'est qu'il y aurait du souci à se faire et ça serait une nouvelle crise. Donc normalement, on est dans un scénario de réappréciation des taux. Didier Saint-Georges, votre scénario, c'est stagflation 2.0 ? Oui, c'est ça. C'est ce que je décrivais, c'est-à-dire on est à ce stade du cycle qui est classique, si ce n'est qu'il y a une dislocation tellement énorme à la fois de l'économie, des marchés et des politiques monétaires que c'est amplifié, mais c'est un stade du cycle absolument classique. C'est-à-dire que vous avez eu un rebond économique qui crée des tensions inflationnistes et les banques centrales se retrouvent à ce moment de tous les dangers où d'un côté l'inflation leur fait dire il faut qu'on commence à resserrer et en même temps le cycle économique il est au plus haut et on sait qu'il va ralentir, donc on ne veut pas trop resserrer quand même. Donc c'est un moment compliqué, ce qui fait qu'en effet, pour les taux, ils risquent de monter un peu quand même, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour les marchés actions. Jean-Louis Dehaye. Oui, mais non, on voit des points négatifs qui pousseraient les taux à rester assez bas. Donc c'est la crise sanitaire qui est malgré tout toujours là. Puis effectivement l'essoufflement de la croissance économique dans un certain nombre de zones, comme on l'a dit. Ça a commencé par la Chine. Après, logiquement, ça devrait être un peu plus les États-Unis, puis après, ça devrait arriver chez nous, puisqu'on est un peu décalé, mais c'est l'idée. Donc ça va quand même maintenir une pression baissière sur les taux. Et à contrario, une pression haussière liée au mouvement des banques centrales qui vont arriver, aux chiffres d'inflation qui devraient normalement rester encore assez élevés pendant quelques mois, un minimum. Et puis le fameux nouveau package aux US, qui va peut-être finir par être voté, qui est aussi quand même, on verra, voilà, c'est la question aussi du moment. Et donc, globalement, quand on prend ces deux, à la fois les facteurs baissiers et les facteurs haussiers, nous, on voit plutôt les taux remonter, mais de façon raisonnable, c'est-à-dire vers 1,70 sur les taux US, vers la neutralité sur le Bund. Voilà. Bon, alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle sur les marchés d'actions, mais ça dépend un peu de la vitesse à laquelle ça se fait. Et puis, d'autre part, si ça reste dans des ampleurs comme ça, le marché peut peut-être l'absorber aussi, parce qu'en face de ça, on a une croissance quand même des BPA qui est très forte.
Je rebondis, parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce concept d'émission où on se retrouve régulièrement avec les mêmes intervenants, ce qui permet pour les distributeurs qui nous écoutent, et même pour moi qui anime, de suivre les choses et de mettre les choses en perspective, etc. Didier Saint-Georges, je rebondis sur votre ou pas. Est-ce que Biden a été fragilisé par l'Afghanistan? Et en début d'année, on disait, la première émission qu'on a faite, le premier G3 Bourse, c'était à la veille des élections qu'il devait décider s'il avait la majorité partout ou pas. Et on disait c'est un élément très important, il a eu la majorité partout. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas, finalement, il n'a pas été assez vite affaibli avec la difficulté de faire passer un certain nombre de lois, avec l'Afghanistan où son argument était sympathique, mais bon, d'expliquer soit c'était la guerre, soit on partait... Alors, à tort ou à raison, je ne ferai pas la même analyse que vous. Je pense que si, en effet, Biden est un peu moins populaire aujourd'hui, ce que semblent montrer les sondages, c'est plutôt à cause des craintes d'inflation. C'est-à-dire que le consommateur américain, les électeurs, s'ils commencent à voir des hausses de prix et qu'en revanche, les salaires n'augmentent pas encore, c'est une baisse du pouvoir d'achat et ça, c'est pas très bon pour les élections de mi-mandat le prochain. En revanche, pour l'Afghanistan, première chose, la décision de quitter l'Afghanistan n'a pas été prise par Biden, a été prise par Obama, en fait, au début, confirmée par Trump et mise en œuvre par Biden. Alors, ça n'a pas été fait de manière glorieuse, mais enfin, la décision, il y a un consensus aux États-Unis pour Bring Back the Boys, donc c'est pas ça qui va le rendre impopulaire en soi. En revanche, je pense, ce qu'il faut considérer, c'est que la raison pour laquelle les 3 présidents américains successifs étaient d'accord, c'est parce que ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis cette idée que géostratégiquement, l'enjeu, ce n'est plus l'Irak, l'Afghanistan, le Moyen-Orient, et même plus l'Europe, à vrai dire, et l'Europe devrait peut-être entendre ce message, l'enjeu, c'est la Chine. Donc il s'agit de reconcentrer tout à fait son attention sur cet adversaire idéologique qu'est la Chine, et donc on sort de l'Afghanistan parce que c'est plus le sujet. Parfait. Et ça, c'est pas impopulaire aux États-Unis, il y a plutôt consensus là-dessus. Ok, question, action, stop ou encore. Stop, ça veut dire on pense que ça va plus monter, ça va plus monter ou ça va baisser. Encore, c'est on pense qu'il y a encore un peu de potentiel. Réponse en un mot, Jean-Luc Deslay, je commence par vous. Buy the dip, plutôt. Buy the dip. C'est-à-dire acheter les replis. Ok, Didier Saint-Georges. Je suis désolé, ça ne va pas être en un mot, mais juste 2 mots. Ce qui est absolument majeur depuis le début de l'année, c'est les mouvements par type de valeur entre value et croissance. Je vous poserai la question après. Ouais, non, mais c'est majeur parce que en début d'année, si je vous avais dit qu'il faut acheter la croissance, j'aurais eu tout faux. Il fallait absolument acheter les cycliques en tout début d'année. On se rappelle, c'était Jean-Marie Mercadal qui était dans notre premier échange. Absolument. C'était Jean-Marie qui était le plus pro. A contrario, depuis le mois de juin, il fallait surtout pas acheter la value. Il fallait absolument acheter la croissance. Donc dire stop ou encore sans savoir ce qu'on achète, à mon avis, c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence. Ok. Eric, stop ou encore Plutôt stop, il n'y a pas une grosse marge d'appréciation. Voilà, ok, juste en termes, si on prend vos produits patrimoniaux flexibles, etc., vos expositions, elles sont comment? Si Jean-Louis Deslay, si je prends FlexiGestion Patrimoine, chez vous, il est exposé? Alors, on est plutôt neutre action aujourd'hui, mais avec des zones géographiques qui sont privilégiées. L'Europe est privilégiée, les États-Unis, plutôt un peu prudent sur le Japon, mais ça reste à voir parce qu'il y a des élections, comme vous le savez, qui arrivent et qui peuvent changer la donne au Japon. Et par contre, sur la partie obligataire, on a quelques convictions intéressantes. Sur la Chine, on est plutôt sur les obligations aujourd'hui que sur les actions, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un ralentissement. Donc les obligations chinoises qui rapportent quand même 2,80% par an, on ne peut pas en dire autant aujourd'hui, ni des taux américains, ni des taux européens, présentent un portage intéressant. Puis en plus, on a une économie qui est plutôt en train de ralentir. Et sur la partie obligataire, on aime bien le high yield. On aime bien les obligations inflation aussi, parce qu'aujourd'hui, dans les points morts d'inflation que vous avez sur les obligations de la zone euro, vous êtes avec une inflation embarquée dans le prix qui est autour d'un 30, un 40, qui ne nous semble pas encore trop cher compte tenu des chiffres d'inflation qui sortent. Donc il y a quelques aussi sur les obligations, il y a quelques convictions intéressantes à mettre en œuvre. Didier Saint-Georges, la réponse était, je ne veux pas répondre à stop ou encore, parce qu'il faut être plus fin dans la réponse. Donc soyez plus fin dans la réponse, dans à la fois l'approche géographique et à la fois par. Absolument. Donc nous sommes résolument sur les valeurs de croissance pour correspondre à ce moment du cycle où l'économie ralentit et les valeurs de croissance qui ont le fameux pricing power pour être capables de transformer cette hausse d'inflation en une bonne nouvelle et non pas simplement en hausse de coûts, c'est-à-dire baisse des marges. Juste, je vous entends, mais techniquement, moi, ce que j'ai appris, c'est que les valeurs de croissance, elles étaient sensibles à la remontée des taux, puisqu'on actualise les flux futurs,
et que dans le schéma que vous m'avez quand même un peu expliqué, il y avait de la remontée des taux. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La hausse des taux, enfin, aucun de nous ne prévoit une hausse des taux absolument majeure, et on est assez d'accord pour dire qu'on a des taux d'intérêt réels qui restent extrêmement faibles, voire négatifs. Donc croissance, Europe, États-Unis, Chine. Alors, voilà, sur la répartition géographique, les valeurs de croissance aux États-Unis sont clairement dominantes. C'est pour ça que le marché américain surperforme depuis si longtemps. C'est parce qu'on était dans une croissance structurelle faible, et donc on sait où les valeurs de croissance sont, donc forcément aux États-Unis. Mais il est vrai que là, la Chine, et on en a parlé un petit peu, la Chine a souffert tellement sur ses valeurs de croissance, justement, depuis le début de l'année. Vous avez parlé de la divergence. Vous avez envie d'en remettre. Bah oui, exactement. Là, il y a un potentiel de rebond sur les valeurs de croissance chinoises. Éric, on se connaît depuis longtemps. Est-ce que vous avez envie d'être contrariant ? Alors, si, ben, je vais l'être justement dans les termes, parce qu'en fait, plutôt que de parler de croissance et value, je parlerai puisqu'on parle des taux d'intérêt, des valeurs sensibles positivement ou négativement aux taux. Et il y en a dans les values, il y en a dans la croissance. Sur les values, il y a les banques qui auraient intérêt à une remontée des taux, les utilities qui n'ont pas intérêt. Et sur les valeurs dites de croissance, il y a les techs qui sont finalement cycliques, mine de rien. Et puis, il y a les défensives. Donc, en fait, si on est dans une logique de remontée, même timide des taux d'intérêt, on a envie de jouer les valeurs qui bénéficieront, c'est-à-dire, oui, les techs d'un côté, les banques aussi. Alors, peut-être aussi, sur les banques européennes, il y a aussi la fameuse possibilité de reprendre la distribution des dividendes, puisque ça a été autorisé par la BCE fin juillet, compte tenu des bons résultats qui ont été annoncés. Et donc, les dividendes qui avaient été coupés en 2020 vont reprendre fin 2021. Il y a des dividendes exceptionnels qui vont être versés, voire du buyback. Donc, les banques européennes semblent intéressantes avant la fin de l'année. On rappelle sur les banques françaises, BNP Paribas distribuera un dividende exceptionnel à la fin du mois de septembre, alors que Crédit Agricole et Société Générale ont annoncé plutôt des rachats d'actions. Je peux vous dire qu'en tout cas, niveau timing, je suis en train de regarder l'horloge, il y a un peu d'inflation, mais, mais finalement, ça n'affole pas encore totalement le banquier central. Merci à Éric, merci Jean-Louis d'avoir été avec nous. On va dans quelques instants conclure cette émission avec Marc Bertrand pour parler immobilier. Mais pour conclure, je voudrais vous adresser un petit mot à vous. Didier, Georges l'a dit tout à l'heure en introduction de l'émission. Vous prendrez votre retraite le 1er octobre prochain, après 14 ans de bons et loyaux services chez Carmignac Gestion. Alors je voudrais vous remercier pour votre présence, puisqu'on a débuté ce G3 Bourse avec vous, pour votre présence sur ce plateau, pour la qualité de nos échanges sur ce plateau, mais également en dehors. Alors l'un d'entre eux portait récemment sur la lecture différente que nous faisons tous, nous individus, du mot liberté. Vous êtes un homme libre et vous savez, moi je fus longtemps directeur de la rédaction du magazine Mieux vivre votre argent et je suis très attaché au mot mieux vivre. Et donc je voulais vous dire merci et surtout profitez bien de votre nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci, tout de suite Marc Bertrand.